Qu'est-ce que le post-journalisme? C'est un tout nouveau modèle économique pour les médias et c'est le New York Times qui l'a découvert, presque par accident. En 2016, le New York Times peinait à suivre la communication autour de Trump et comptait moins d'1 million d'abonnés numériques. À la fin de son mandat, ce chiffre avait grimpé à 10 millions. Martin Gurri est écrivain, ancien analyste des médias à la CIA et auteur du livre « La révolte du public et la crise de l'autorité au nouveau millénaire », publié en 2014. Le post-journalisme, en résumé, c'est l'idée que le journalisme a appris à transformer la polarisation en produit. Dans cet entretien approfondi, il décrypte la transformation radicale de notre paysage médiatique et informationnel depuis la démocratisation de l'information avec l'arrivée d'Internet. Les élites ont vu leur autorité s'effondrer et elles sont en guerre contre ce phénomène. Elles cherchent à instaurer des mécanismes de censure en prétendant que la démocratie ne peut plus survivre sans limiter l'accès des citoyens ordinaires à l'information et à la liberté d'expression. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. Martin Gurri, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Heureux d'être ici. Parlons du post-journalisme. Je suis très content à l'idée d'avoir cette conversation, car nous vivons aujourd'hui dans un monde où les médias ne fonctionnent pas comme nous le pensions. Et vous vous êtes penché sur cette question. André Mir, qui a écrit le livre « Post-journalisme », s'y est également intéressé. Plongeons dans le sujet. Okay, I think it's best to go back and say we never really understood. Il vaut mieux commencer par admettre une chose, on n'a jamais vraiment compris comment fonctionnaient les médias. Prenez l'époque des journaux imprimés, par exemple. En réalité, les journaux n'étaient pas vendus au public. Aucun quotidien américain n'a jamais survécu grâce à la vente de ces exemplaires. Ce qu'ils vendaient, c'était de l'espace publicitaire, ou plus précisément, de l'attention visuelle aux annonceurs. Et quand votre modèle économique dépend de ces annonceurs, vous adoptez un certain ton. C'est ce qui a donné naissance à l'ancien style journalistique, froid, distant, abstrait. On y défendait farouchement l'idée d'objectivité. On prétendait ne pas prendre parti. L'opinion, considérée comme une substance instable, était confinée à une rubrique bien séparée. Voici l'éditorial, libre à vous de le lire. Mais tout le reste, ce sont les faits, le reportage. C'est propre, c'est objectif. Mais ce modèle a volé en éclats avec l'arrivée d'Internet. Les annonceurs ont déserté les journaux pour aller en ligne. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle le post-journalisme. Un tout nouveau modèle économique, découvert un peu par hasard par le New York Times. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'un média autre que le New York Times puisse réussir à le reproduire. Dans ce modèle, vous devenez un temple idéologique pour un groupe de personnes qui partagent cette même idéologie. Dans le cas du New York Times, ce sont des lecteurs très progressistes, très anti-Trump. Quand je dis que ce média est tombé là-dedans par hasard, c'était en 2016. À l'époque, ils avaient moins d'1 million d'abonnés numériques et peinaient à se réinventer. Puis, Trump est arrivé. Et à la fin de son mandat, le journal comptait 10 millions d'abonnés numériques. En tâtonnant, ils ont compris qu'en se présentant comme un espace sûr, presque sacré, pour tous ceux que Trump terrifiait, il pouvait séduire ses lecteurs avec le bon langage. On leur disait « Ne vous inquiétez pas, il va être destitué ». Regardez tout ce qu'il a fait de terrible. On a même monté l'affaire russe, dans laquelle Trump était présenté comme un agent de Poutine. À ma connaissance, ils ont publié environ 3000 articles au sujet de Trump manipulé par les Russes. Était-ce vrai? Dans le monde de l'ancien journalisme, ce sujet aurait été vite écarté, et ce, dès que l'enquête a montré qu'il n'y avait aucune collusion. Mais d'un point de vue économique, absolument, ça leur a rapporté des millions et des millions d'abonnés. On est donc passé à un modèle radicalement différent, avec un ton radicalement différent. On peut désormais traiter Trump de menteur. Ce mot revient sans arrêt. On peut censurer certaines informations. Barry Weiss, qui a brièvement travaillé au New York Times, raconte qu'elle ne pouvait pas publier certains articles parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la grande histoire que le journal voulait raconter.
Le post-journalisme, au fond, c'est ça. Transformer la polarisation en marchandise. Et jusqu'ici, le New York Times s'en sort très bien. Comme je le dis souvent, il ne peut y avoir qu'un seul pape, une seule église. Je doute qu'un autre journal puisse suivre le même chemin avec autant de succès. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Il vient de mon ami Andrei Meir, qui a écrit un excellent livre intitulé « Post-journalisme ». Je le recommande vivement à tous ceux qui veulent comprendre ce virage. Je recommanderais également ce livre, ainsi que beaucoup d'autres, et bien sûr votre ouvrage « La révolte du public », qui a été mis à jour en 2018, mais que vous avez initialement publié en 2014. Vous aviez déjà perçu, je dirais, les débuts de cette transformation, et vous aviez anticipé bien des choses qui allaient se produire dès 2014. On me reproche souvent d'avoir vu venir beaucoup de choses, d'avoir fait des prédictions presque prophétiques. Mais si vous regardez la toute première page de mon livre, vous verrez que j'y écris noir sur blanc que la prophétie est un très mauvais modèle économique. Sérieusement, vous voulez vous planter? Faites une prédiction. Je viens de la CIA, je sais de quoi je parle. Ce n'est jamais une bonne idée. Quand je travaillais à la cellule d'analyse des médias mondiaux de la CIA, j'étais à un poste assez élevé, avec un point d'observation unique. Je voyais plus loin que beaucoup. Je voyais cette chose arriver, je voyais Internet, je voyais comment cela allait non seulement transformer nos façons de communiquer, mais aussi avoir un impact politique majeur et profondément déstabilisant sur le plan social. Et au fur et à mesure que les pays basculaient dans le numérique, je voyais ce que les autres ne voyaient pas encore, un raz-de-marée d'informations, mais surtout une montée en puissance des turbulences sociales et politiques. À l'époque, c'était perçu comme naïf, presque alarmiste. Mais aujourd'hui, on sait que c'est sans doute l'intermédiaire la plus bouleversante depuis l'invention de l'imprimerie. Et que les secousses qu'il a provoquées au début du XXIe siècle ne font que commencer. Laissez-moi vous dire comment j'ai présenté les choses. En fait, ça vient de ma lecture d'Andrei Meir, lecture qui, pour être honnête, a profondément changé ma manière de penser les médias. Il part vraiment de l'idée, comme vous d'ailleurs, que c'est le fonctionnement même des médias qui influence profondément, et peut-être même plus encore, notre manière de communiquer, bien plus que les sujets abordés ou les opinions exprimées. Oui, Audrey est un McLuhanien et je le suis aussi dans une certaine mesure. Concernant Marshall McLuhan, pouvez-vous nous résumer brièvement ce qu'il propose? C'était un auteur à la fois brillant et très excentrique. Quand vous lisez ses livres, vous vous retrouvez souvent à vous gratter la tête. Il parle de tout avec énormément d'assurance et il lui arrive de sortir des choses assez étranges. Mais au fond, il défendait exactement ce que vous venez de dire. L'idée que la technologie, pas seulement les médias, mais la technologie dans son ensemble, possède une structure propre qui façonne le comportement humain. C'est une force de type écologique. Elle transforme notre environnement. La technologie change le paysage. Et comme le paysage change, vous êtes obligé d'adapter votre comportement. Pour moi, c'est le paysage de l'information qui compte le plus. Il est célèbre pour avoir dit « l'intermédiaire, c'est le message ». L'intermédiaire, autrement dit la structure. Vous et moi, comme la plupart des gens, avons tendance à nous disputer sur le contenu. Un tel a dit ça, c'est un mensonge, c'est vrai. On se focalise sur le contenu. McLuhan, lui, s'intéressait à la structure. Et Andrei Meir est exactement dans cette lignée. Il pense que la structure de l'information, de la communication, a un effet déterminant sur nos comportements, simplement parce qu'elle agit comme une force écologique. Elle modifie le cadre dans lequel on vit. Par exemple, si vous avez une télévision, vous avez toute la famille réunie, recevant passivement une information. Mais avec Internet, vous êtes seul, à taper sur un clavier « j'aime »,« j'aime pas »,« je vais gronder ce type ». Ce n'est pas du tout la même chose. La structure a changé, le paysage a changé, donc vous changez aussi. On peut toujours discuter du contenu à un niveau tactique, mais ce qui compte vraiment, c'est l'ensemble, la structure qui s'impose au paysage.
Je vais essayer d'expliquer de façon légère comment je comprends l'argument d'Andrei, et j'aimerais avoir votre réaction parce que je me dis que je pourrais peut-être encore affiner ma compréhension, enrichir mon récit ou carrément le corriger. Avant l'imprimerie, avant la presse de Gutenberg, les êtres humains vivaient généralement en petits groupes. Ils partageaient un même système de valeurs, une même vision du monde, une même sensibilité psychologique. Et une grande part de notre communication, en réalité, est non verbale. Les émotions, le regard, le contact visuel, tout ça peut, selon certains, avoir un impact bien plus fort que les mots eux-mêmes. Si vous parlez un jour à quelqu'un dont vous ne comprenez pas la langue, c'est vrai, car vous pouvez quand même communiquer. Exactement, tout à fait. Et puis, avec le temps, on arrive à la Bible de Gutenberg. On passe à l'écrit, ce qui introduit plusieurs nouvelles étapes dans la communication. D'un coup, il devient possible de produire de l'information en masse et de la diffuser sous la forme d'un message unique. Mais l'écrit, c'est quelque chose de bien plus abstrait que la communication directe. C'est donc plus difficile à manier. Il faut, par exemple, que quelqu'un comme Shakespeare soit doué pour réussir à faire passer de l'émotion uniquement par les mots. Évidemment, il y avait aussi les pamphlétaires, la propagande, tout ça, mais ça restait compliqué. Il fallait vraiment maîtriser cet art pour parvenir à transmettre des choses fortes par écrit. Et puis sont arrivés la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux et aujourd'hui l'intelligence artificielle qui les alimente. On a assisté à une accélération spectaculaire. Aujourd'hui, on peut transmettre une idée ou une vidéo à des millions de personnes et en même temps, on a retrouvé cette capacité à émouvoir, à toucher, à communiquer par bien d'autres moyens que l'écrit seul, et ce même auprès de gens qui ne partagent pas notre système de valeurs. On se retrouve alors dans une situation où, grosso modo, chacun choisit les personnes avec qui il est d'accord et met de côté les autres, ou les messages qui le dérangent. Et ça, c'est fondamentalement polarisant. C'est là, je crois, que Andrei tape juste quand il dit que la polarisation est le logiciel des médias aujourd'hui. La première fois que j'ai lu ça, ça m'a vraiment marqué. Mais je pense qu'il a raison. Voilà, c'est ainsi que je résumerai les choses. Qu'en pensez-vous? Ce qu'Andrei dit, et je ne suis pas sûr de saisir totalement la méthode de cette estimation pour être honnête, c'est qu'en 2500 ans de culture écrite, il y aurait peut-être eu en tout 300 millions de personnes qui se voyaient comme des auteurs s'adressant à un public. 300 millions sur 2 millénaires et demi. Et là, rien que sur les 40 dernières années, on en aurait 5 milliards. C'est une explosion exponentielle. Il appelle ça l'émancipation de l'auteur. Alors, que se passe-t-il quand on a 5 milliards de personnes dans une seule pièce? Eh bien, ça fait un vacarme monstre. Avant, dans un monde de communication verticale, il fallait de l'argent, il fallait acheter une presse, lancer un journal, mettre en place un réseau de distribution. Si vous aviez les moyens, vous pouviez embaucher des journalistes, produire un contenu. Voilà ce que ça demandait. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est capter l'attention. Mais comment obtenir de l'attention dans une pièce où 5 milliards de gens parlent tous en même temps? Première stratégie, parler plus fort que les autres. Donc, la structure elle-même favorise le fait de crier. Deuxième stratégie, si je vous pousse à crier contre moi et que des gens commencent à me soutenir, oui, il a raison, l'autre en face, c'est un salaud, il est de ceux-là, eh bien d'un coup, je deviens un chef de tribu et ça attire encore plus l'attention. Le psychologue social Jonathan Haidt, qui a écrit d'excellents livres, compare ça à la tour de Babel. On vit dans un drôle de monde où l'on parle tous des langues étrangères les uns pour les autres. Je vous crie dessus, vous me répondez sur le même ton et tous les deux, on en tire un bénéfice parce que nos clans respectifs se rassemblent derrière nous. Mais en vérité, je ne vous écoute pas. Je ne comprends même pas vraiment ce que vous dites. Et c'est pareil de votre côté, il n'y a pas de vraie communication. Donc, la polarisation, ce n'est pas seulement une dynamique structurelle. C'est aussi une posture rhétorique. Et je me pose une vraie question, sans avoir la réponse. À quel point la colère sur Internet est-elle réelle?
À l'époque élisabéthaine, les gentilshommes écrivaient des sonnets à leurs bien-aimés. Je doute que ça leur vienne spontanément. C'était juste ce qu'on attendait d'eux. Si vous étiez un gentilhomme en Angleterre au XVIe siècle, vous deviez écrire un sonnet, et il avait intérêt à être réussi. Aujourd'hui, si vous êtes un opiniateur, comme nous le sommes tous dans cette nouvelle tour de Babel, vous êtes censé faire semblant d'être en colère, que ce soit vrai ou non. Est-ce une simple posture? Jusqu'où est-ce sincère tout au fond? Honnêtement, je n'en sais rien, mais c'est une vraie question. Parce qu'encore une fois, c'est l'intermédiaire qui dicte la nature même de la rhétorique. Je pense que vous avez raison. Y a-t-il de la place pour ceux qui ne veulent pas communiquer dans la colère? C'est une pièce immense, remplie de 5 milliards de personnes, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Si vous voulez capter plus d'attention, vous pouvez toujours suivre l'exemple du New York Times. Créez votre propre petite église de l'élitisme progressiste et dites « Voilà un jardin protégé, venez chez nous ». Résultat, vous passez d'1 à 10 millions d'abonnés en 5 ans. Mais à côté de ça, il y aura toujours des gens, vous savez, qui n'ont juste pas envie qu'on leur hurle dessus. Et pour ce que j'en sais, je n'ai jamais écrit avec un ton enragé ou colérique. Pourtant, il y a des gens qui me lisent, donc oui, c'est possible, mais c'est un peu comme nager à contre-courant. Il y a une autre manière d'aborder tout ça, non? Et forcément, ça m'intéresse tout particulièrement parce que c'est crucial pour ce qu'on essaie de faire avec The Epoch Times. Notre but, ça n'a jamais été de mettre les gens en colère, ça n'a jamais été de polariser. Notre objectif, au fond, a toujours été d'informer. Mais ce que vous et André diriez, c'est que non, le but des médias aujourd'hui, ce n'est plus d'informer, c'est de valider. Eh bien oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais je dirais que ce que fait le web, et à mes yeux c'est peut-être encore plus déprimant que tout ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est qu'il vient combler un manque, le manque de communauté réelle. Ce qu'on devrait avoir dans le monde physique, le web essaye de le reconstituer en ligne. Donc oui, il y a une possibilité. Vous, en tant que représentant de The Epoch Times, vous avez justement la possibilité de créer un certain type de communauté. Elle n'a pas besoin d'être fondée sur la colère. Elle peut être spécialisée sur une région du monde ou un thème en particulier. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve ici, dans un espace commun. On va parler des sujets qui nous tiennent à cœur, et ici, vous êtes à l'abri de la tour de Babel. Oui, je crois vraiment que tout cela, au fond, relève autant d'une logique communautaire que de tout le reste. Encore une fois, ce qui m'empêche de dormir la nuit, puisque vous m'y faites penser, c'est que je dois continuer à croire qu'il existe encore assez de gens qui veulent apprendre, qui veulent être bousculés, mis au défi, qui veulent comprendre comment dialoguer avec des personnes ayant des idées radicalement différentes des leurs. Parce que ce qui m'inquiète vraiment, c'est que si je pousse la logique de cette tour de Babel jusqu'au bout, ce monde où ceux qui savent le mieux mobiliser leurs tribus deviennent les plus influents, alors ils finiront tôt ou tard par s'affronter. J'hésite parce qu'il y a un immense fossé entre la tour de Babel numérique et nous deux ici, assis dans cette pièce, en chair et en os. Un vrai fossé. Et les gens qui s'énervent en ligne, eh bien, juste après, ils vont nourrir leurs chats, promener leurs chiens. Et ce sont sans doute, dans la vie réelle, les plus doux des doux. C'est difficile de savoir comment ces deux mondes interagissent. Bien plus difficilement, je pense, que dans n'importe quelle structure d'information précédente, sauf peut-être l'imprimerie qui, elle aussi, a été profondément disruptrice. En résumé, vous dites qu'on peut être dans la vraie vie quelqu'un de très gentil, plein de compassion, mais dès qu'on est sur X ou une autre plateforme, on devient une autre personne. C'est exactement ce que je veux dire, parce que c'est ce qu'on attend de vous. La structure vous pousse à ça. Elle vous dit que si vous restez ce type gentil, un peu fade, personne ne vous écoutera.
Et sur le web, personne ne parle calmement. Il faut du bruit, des cris, de la rage. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Quand on sort dans la rue, on a parfois l'impression de voir les conflits en ligne rejoués comme des mises en scène, notamment entre groupes pro-Israël et pro-Palestine. Et le pire scénario, c'est que tout ça devienne soudain réel. Mais franchement, quand on regarde qui sont les gens impliqués, j'ai observé ce qui se passait à l'université Columbia et j'ai écrit là-dessus. Ce sont pour la plupart des gens très privilégiés qui tiennent des propos extrêmement durs du genre « il faut tuer les sionistes ». La plupart d'entre eux ne sont pas prêts à aller jusque-là. Ils se mettraient simplement en position fétale en espérant que quelqu'un vienne les secourir parce qu'en réalité, ce ne sont pas des tueurs. Ce ne sont même pas vraiment des combattants idéologiques. Ce sont des guerriers d'Internet et ça, c'est tout autre chose. Ils ont adopté cette posture dans un environnement universitaire où ce type de comportement est valorisé. Ils ont été très bruyants et d'une certaine façon, très vicieux envers le camp opposé. Les médias ont été démocratisés, non? Mais en même temps, j'ai aussi entendu une autre lecture des choses, celle selon laquelle les vestiges de l'ancien modèle médiatique essayent, d'une certaine manière, de stopper tout ça, de freiner, pour ainsi dire, la révolte du public. Mais là, vous m'amenez à voir les choses autrement, parce que vous venez de m'expliquer comment le New York Times a construit son modèle économique, et ça, clairement, ce n'est plus l'ancien modèle. Nope. No. Everything is going to change. Everything's going to the people, and there's no question in my mind. Non, tout va changer. Tout finit toujours par devenir ancien. Il y avait, et je n'ai aucun doute là-dessus, une classe d'individus avec leurs fidèles qui dirigeaient le monde au XXe siècle. Appelez-les comme vous voulez. Moi, je les appelle les élites. Ils contrôlaient des institutions clés, pas seulement le gouvernement, mais aussi les universités, les médias évidemment, les instances scientifiques, le monde des affaires, le divertissement. Ces gens-là dirigeaient et ils s'attendaient à ce qu'on leur accorde une certaine déférence, un certain respect et surtout à ce qu'on leur laisse le contrôle. Mais tout ça a volé en éclats. Les institutions du XXIe siècle ont toutes été bâties au XXe, à l'âge d'or du monde vertical. Je parle, vous écoutez. Ce modèle reposait sur un quasi-monopole de l'information pour fonctionner. Et ce monopole a été littéralement pulvérisé par Internet. Ça fait 20 ans que je le vois venir. La révolte du public, c'est le titre de mon livre, mais le sous-titre est encore plus important. Une crise d'autorité des institutions au XXIe siècle. Les élites ont vu leur autorité s'effondrer, se vider de sa substance. Et elles sont en guerre contre ça. En ce moment même, elles essayent de mettre en place des structures de censure. Elles nous expliquent avec toute une série d'arguments que la démocratie ne survivra pas si on ne censure pas les contenus, si on ne limite pas l'accès à l'information, si on ne filtre pas la parole du public. Pourquoi? Parce que selon elles, le public est trop crédule, trop facilement manipulable par des figures comme Donald Trump, par le biais de fausses informations par exemple. Donc, toujours selon cette logique, il faudrait un groupe de gardiens, supposément rationnels, lucides, immunisés contre cette naïveté qui s'interposerait entre la source et le public. En d'autres termes, il faut censurer, il faut détoxifier le flux d'informations numériques. Et nous sommes aujourd'hui dans ce contexte très politisé, confrontés à un discours qui dit clairement « il faut censurer la liberté d'expression ». Ce n'est plus comme à l'époque des rédacteurs de la Constitution. L'information, nous dit-on, a changé. Il faut nous autoriser à censurer pour mieux protéger la vérité. Mais pour ceux d'entre nous qui viennent de Cuba, on connaît ce discours. Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de contrôle. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que j'en suis venu à comprendre que beaucoup de gens qui défendent ces initiatives de fact-checking, je mets des guillemets parce que vérifier les faits, en soi, c'est une excellente chose. C'est même notre travail quotidien quand on fait du journalisme. Eh bien, ces gens-là croient sincèrement bien faire. Ils sont convaincus d'agir pour le bien de l'humanité. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sont absolument convaincues de cela.
Oui, et l'argument qu'ils avancent, c'est en général le suivant. Moi, j'ai suffisamment de discernement pour voir quand quelqu'un comme Trump essaye de me manipuler avec de fausses informations. Mais il y a des millions de gens qui, eux, n'ont pas ce discernement, et c'est mon devoir de les protéger. Entre cette idée-là et la ligne officielle du Parti communiste cubain sur les médias, franchement, il n'y a pas une si grande différence. C'est, au fond, la même logique. Il y aurait une avant-garde éclairée, plus sage que le peuple, qui devrait contrôler l'information, filtrée, pour éviter que le public ne soit égaré. Et honnêtement, je ne vois pas bien comment on peut concilier ça avec nos valeurs démocratiques traditionnelles. Et pourtant, nous sommes dans une situation incroyablement chaotique, qui entraîne toutes sortes de problèmes. La question, c'est comment y faire face. Je pense que cela fait partie de cette situation où l'on voit émerger toutes sortes de solutions pour répondre à cette nouvelle structure de communication. Number one, it's not a problem, it's a condition, right? You are now been hit by this tsunami. Oui, mais d'abord, il faut le dire clairement, ce n'est pas un problème, c'est une condition. Vous venez d'être frappé par un tsunami. Vous vous débattez dans une vague gigantesque d'informations. Alors bien sûr, on peut réagir en disant « Écoutez, je vais faire comme le New York Times, je vais réduire votre flux d'informations à un petit filet de nouvelles rassurantes avec des mots apaisants pour protéger votre sensibilité idéologique de ce monde blessant qui vous agresse de toutes parts. » Et vous pouvez faire ça. C'est un modèle économique. Beaucoup le font. Que ce soit avec une orientation idéologique ou une autre, comme Breitbart par exemple, mais la vérité c'est que nous sommes tous pris dans la vague. On est emporté par le tsunami et il n'y a pas de solution miracle. Il faut traverser ça, il faut expérimenter, essayer, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. La réalité c'est qu'on est encore au tout début de cette transformation colossale et moi, je ne vivrai pas assez longtemps pour en voir l'issue. Peut-être que vous la verrez. Mais pour éviter de sombrer dans la morosité et le pessimisme, je vais vous raconter une histoire qu'aime bien partager mon ami Antonio García Martínez, un homme très intelligent et compatriote cubain. Imaginez que vous remontiez le temps jusqu'à la guerre de 30 ans. C'était, même en tenant compte de la Seconde Guerre mondiale, l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne en proportion de population tuée. Il a fallu 2 ou 3 générations à l'Allemagne pour s'en remettre. C'était un désastre humain et tout cela pour une raison. Supposez que vous demandiez à un passant de l'époque « Que pensez-vous de l'imprimerie ?» Il vous répondrait peut-être « C'est l'invention la plus destructrice, la plus pernicieuse que l'humanité ait jamais connue. Regardez, ces gens sortent d'une église avec un credo, ceux-là avec un autre, et là, il manque 4 mots. Résultat, ils veulent s'entretuer. Pourquoi ? Parce que chacun a désormais son petit livre avec des mots différents sur ce qu'il faut croire. L'imprimerie a mis beaucoup de temps à être comprise. Elle a provoqué des troubles immenses, des tragédies, avant qu'on apprenne à l'utiliser de manière constructive. Mais aujourd'hui, on sait bien que sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu de révolution scientifique, pas de révolution américaine. Le monde moderne n'existerait pas. C'est sans doute la transformation informationnelle la plus libératrice de toute l'histoire humaine. Mais à l'époque de la guerre de 30 ans, tout ce qu'on aurait vu, c'est terrible. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du tsunami. Et oui, ça semble terrible, mais ça ne doit pas l'être. Comme vous l'avez souligné plusieurs fois, c'est une démocratisation de l'information. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, on peut imaginer que notre démocratie, et je parle ici de ce qu'on appelle démocratie au sens large, ces immenses structures comme le gouvernement fédéral, qui restent démocratiques de manière assez abstraite, on vote pour quelqu'un puis il disparaît, pourraient devenir bien plus participatives, bien plus interactives grâce à Internet. Est-ce que ça arrivera ? Je ne fais pas de prédiction, mais ça pourrait. Now, is that going to happen? I don't make predictions, but it could. Right. Yeah, it could. Oui, cela pourrait arriver. Alors, que signifie protéger les droits ? Cette question revient soudainement au premier plan. C'est un sujet qui revient au cœur des débats. Quels sont nos droits fondamentaux réels ? Je ne pense pas que nous soyons tous d'accord sur cette question.
Disons les choses ainsi, le désaccord vient du fait que certaines personnes, comme le juge Brown par exemple, ont déclaré à propos du premier amendement « Il va peut-être trop loin, car il empêche le gouvernement d'accomplir ses fonctions ». Eh bien justement, c'est ça l'essence du premier amendement, c'est précisément le rôle qu'il joue, et pourtant, il y a des gens qui remettent cela en question. Je peux vous montrer un sondage selon lequel une majorité d'Américains pense que le premier amendement va trop loin. Et un autre indique qu'une minorité significative estime qu'il faudrait censurer Internet. Ce sont des personnes qui pensent que leur point de vue ne peut survivre que si ces droits sont, d'une manière ou d'une autre, étouffés. Et puis, il y a ceux qui aimeraient retrouver le contrôle des institutions comme ils l'avaient au XXe siècle et qui se sentent très mal à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. Être une élite aujourd'hui, c'est inconfortable. On vous regarde en permanence, on sait toujours qui vous êtes. Chaque erreur, chaque faute de jugement, chaque petite magouille, chaque escapade sexuelle, tout est scruté, tout est commenté, sans fin. Vous ne voulez pas de ça, vous voudriez revenir dans cette salle close où l'on prend des décisions à l'abri des regards. Alors monte cette tentation. Peut-être qu'il faudrait, vous savez, resserrer un peu l'espace, restreindre un peu ses droits, pour que les choses redeviennent comme elles devraient être. Je pense sans cesse à Viral Inquisitor, le titre du nouveau livre d'Andrei, un recueil d'essais. Mais vous me dites que c'est votre expression. Oui, c'est ma formule et je vais vous dire d'où elle vient. Si vous lisez son premier livre, Human as Media, il y explique, et j'ai trouvé cet argument absolument brillant, comme presque tout ce qu'il écrit, que cette idée selon laquelle il y aurait un problème massif de mensonges en ligne ne tient pas complètement. Il parle de cette angoisse du mensonge sur Internet et il répond « Non, en réalité, Internet possède ce qu'il appelle l'éditeur viral et il pose cette question toute simple « Comment savez-vous qu'il y a un mensonge en ligne ?» Eh bien, vous le savez parce que quelqu'un l'a repéré et l'a dénoncé en ligne. C'est ça, dit-il, l'éditeur viral. Des millions de personnes jouent ce rôle en permanence et selon lui, c'est bien plus précis, bien plus réactif que les vérificateurs de faits ou les éditeurs traditionnels de magazines. C'est un peu ça l'idée d'Elon Musk avec les community notes, non? Ce sont en quelque sorte des éditeurs viraux. Les community notes, c'en est une version, oui, mais ça ne doit pas l'être nécessairement. C'est totalement non structuré, ça se produit naturellement, simplement à cause de la structure même de l'intermédiaire. Si vous mentez, tôt ou tard, quelqu'un va s'en rendre compte et le signaler. Et si vous vous demandez si c'est un mensonge ou pas, vous pouvez aller vérifier vous-même. Mais, et là je vais être un peu sarcastique, après avoir un peu réfléchi à tout ça, notamment après la lecture du livre d'Andrei, j'en suis arrivé à une autre conclusion. Aujourd'hui, les gens traquent les mensonges non pas tant pour corriger, mais pour vous annuler. Ils veulent savoir si vous êtes des leurs ou si vous faites partie du camp des mauvais. Et donc, l'éditeur viral est devenu une sorte d'inquisiteur viral, un équivalent numérique de l'inquisition espagnole, toujours à la recherche d'opinions hérétiques à attaquer, à condamner. Voilà, c'est comme ça qu'est née cette expression. Vous entrevoyez un avenir, car il y a ici des questions fondamentales. Beaucoup. D'accord, donnez-moi celles qui vous viennent à l'esprit. La question fondamentale, c'est comment traverser ce tsunami sans éclater en morceaux pour des gens comme moi? Comment faire en sorte que la démocratie libérale, quelle que soit la définition qu'on lui donne, et cela inclut sans doute d'abord les droits dont on parlait tout à l'heure, survive à ce bouleversement sans être détruite, voire qu'elle en sorte renforcée? Deuxième question, comment accepter le fait que le public, livré à lui-même, est fondamentalement dans l'opposition? Parce que nous sommes fragmentés. Je dis le public, mais en vérité, il y a plusieurs publics.
Ça sonne bizarre de le dire au pluriel, alors je continue à dire le public, mais c'est une simplification. Pour un vieux comme moi, à l'époque, le monde des médias de masse, c'était un immense miroir dans lequel on se reflétait tous. Il s'adressait à tout le monde, on était tous dedans. Aujourd'hui, la culture en ligne a brisé ce miroir et le public vit sur des éclats. Il ne peut plus vraiment s'unir, ni se mobiliser autour d'un programme, d'une idéologie, d'un leader ou d'une organisation. Il est trop morcelé, il s'organise autour du rejet. Le public est toujours contre quelque chose. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, on arrive à une forme de nihilisme, cette idée que détruire, c'est progresser. Donc, d'un côté, vous avez un public qui tend vers le rejet, vers la désagrégation, et de l'autre, des élites qui veulent nous tirer en arrière, vers le XXe siècle, vers un ordre qu'elles contrôlent et mieux. Alors, si on veut vraiment parler de questions fondamentales, en voilà une. Comment sortir de cette impasse? C'est ça, le nihilisme. Et on le voit même chez des personnes ou des groupes qui traditionnellement incarnaient le rêve américain. Des gens tournés vers l'avenir. Et pourtant, ils adhèrent aujourd'hui à des récits profondément nihilistes. Je pourrais donner des tas d'exemples, mais c'est quelque chose que j'observe dans de nombreux domaines. Et dans cette direction-là, il n'y a pas d'avenir possible. Right. I mean, okay, barbarism, right? If you are into bashing at the institutions. Oui, c'est du barbarisme. Si vous adoptez le point de vue du public, ce public qui déteste les institutions parce qu'elles sont perçues comme contrôlées par les élites, alors vous prenez un marteau et vous les fracassez, sans même avoir d'alternative en tête. Autrefois, les groupes radicaux voulaient prendre le pouvoir pour mettre en œuvre un programme, une idéologie. Aujourd'hui, le public ne veut même plus du pouvoir, il n'a pas d'idéologie, il est par principe opposé aux idéologies et aux programmes. Il considère que ce sont des constructions de l'élite, alors il s'en prend aux institutions, il les détruit sans rien proposer à la place. Et même si ces institutions peuvent sembler imparfaites, impuissantes, hors d'usage dans cette nouvelle ère de tsunami informationnel, elles restent nécessaires. On ne peut pas s'en passer, donc oui, la conséquence logique du nihilisme, c'est le retour à la barbarie. Mais vous m'avez dit que vous restiez optimiste. I have always been a short-term pessimist and a long-term optimist. J'ai toujours été pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. Et je pense que c'est parce que je suis cubain. Ça aide. Par exemple, quand j'entends des gens commencer à parler de Donald Trump en le qualifiant de dictateur, ça me fait sourire intérieurement. À 10 ans, j'avais déjà connu 2 dictateurs, j'ai grandi avec ça. J'ai été formé aux dictateurs, si on peut dire, dès l'enfance. Je sais les reconnaître, je sais ce qu'il faut pour en être un. Les Américains ne savent pas ce qu'est un dictateur. Les Américains ne comparent pas leur point de vue avec l'extérieur. Pourtant, nos institutions, et c'est là tout le génie des pères fondateurs, sont bien plus solides qu'on ne l'imagine. Le peuple américain traverse un moment difficile, mais comparé à ce que j'ai vécu à Cuba, c'est un peuple fondamentalement sain et raisonnable. Et je crois qu'au bout du compte, on retrouvera notre bon sens et que cette période se terminera d'une manière qui renforcera la démocratie. Ce n'est pas un raisonnement analytique, c'est un acte de foi. Je ne suis pas marxiste, je ne crois pas que l'histoire soit écrite d'avance. Tout dépend de ce qu'on fait. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, et ce n'est pas la première fois qu'on vit ça. 18e siècle, ce qu'on appelait démocratie, qui était plutôt une république en fait, c'était un club de gentilshommes. C'était égalitaire si vous apparteniez au bon cercle. Les femmes, les pauvres en étaient exclus. Au départ, si vous ne possédiez pas de propriété, vous étiez exclus. Cette république fondatrice a été refondée au début du XXe siècle et il faudra la refonder à nouveau et espérons-le, cette fois, de manière plus démocratique. On a vraiment l'impression d'assister à une révolution de l'IA. Et quand je dis révolution, je veux dire que l'intelligence artificielle devient accessible à tout le monde. C'est un changement d'une ampleur énorme. Même en matière d'élection, il suffit d'une image, même totalement fausse, fabriquée de toutes pièces par une IA, pour influencer votre comportement, vos décisions.
Et même si vous découvrez après coup que c'était faux, l'impact du premier regard, lui, reste. Et honnêtement, on ne sait pas encore comment tout ça va nous affecter. Ou bien, est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce aussi profond que ce que l'on pourrait imaginer? On n'en a aucune idée, et je peux vous dire que je m'y connais un peu sur certains sujets, mais ce que je connais vraiment bien, ce sont les images. J'ai même mené une étude sur la persuasion visuelle quand j'étais à la CIA, avec 2 personnes extrêmement brillantes. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis très sceptique quant au pouvoir des mots pour faire changer quelqu'un d'avis. Peu importe comment je les formule, vous allez probablement vous dire « j'ai déjà entendu tout ça, ce n'est pas ce que je crois ». Et là, vous vous refermez. Les images, c'est autre chose. Elles contournent le cortex frontal. On a été formé depuis toujours à percevoir les images comme faisant partie du réel. Le texte, lui, est beaucoup plus abstrait. Les images vont directement toucher le cerveau reptilien et vous y réagissez sans passer par la réflexion. D'une certaine manière, Internet marque le triomphe de l'image sur l'écrit. Et aujourd'hui, une grande partie de la persuasion passe par l'image. Le problème, c'est comment ça fonctionne exactement et surtout, vers quoi cela nous pousse-t-il? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Même si vous savez que l'image est fausse, pas seulement après coup, mais même sur le moment, vous êtes quand même manipulé. Vous pouvez dire « Je ne vais pas me laisser faire, mais j'ai vu ça de mes propres yeux dans des études. » Une jeune femme regardait des vidéos à forte charge émotionnelle. Elle disait « Non, ça ne me fait rien. » Mais elle avait des électrodes sur le crâne et son cerveau s'affolait. On le voyait très clairement. Elle, non. Elle pensait être immunisée. Elle ne l'était pas du tout. Et voilà, encore une couche de complexité à ajouter à tout ça. I see our duty in media. What I want to do, okay, what I want to do. Je considère que notre devoir dans les médias est d'informer efficacement, offrir aux gens de bonnes informations pour qu'ils puissent décider quoi en faire, qu'ils puissent mieux comprendre la réalité en ayant une vision plus complète. Est-ce encore possible aujourd'hui? Honnêtement, je ne pense pas que cela ait jamais été possible. Je ne pense pas que cela ait jamais vraiment existé. Et moi qui disais que vous étiez un optimiste. Vous restez encore partiellement fidèle à l'ancien modèle. Cet ancien modèle, c'était toutes les nouvelles dignes d'être publiées et Walter Cronkite qui annonçait « Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui » et tout le monde répondait « D'accord, c'est tout ce qu'il y avait ?» Eh bien non, même à l'époque, il y avait déjà un énorme filtre de sélection, profondément déformant. La vraie question c'était, et ça l'est toujours, pourquoi avoir choisi de montrer cette information-là et pas une autre? Parce qu'on fait de son mieux. Bien sûr, ce sera toujours à travers le prisme du journaliste ou du média. Mais c'est plus que ça. Comme dans toute structure, il y a des mécanismes qui vous orientent vers certains sujets. Par exemple, bien avant la guerre actuelle à Gaza et l'horrible massacre du 7 octobre en Israël, je faisais déjà remarquer qu'une personne tuée en Israël ou dans le territoire palestinien vaut médiatiquement parlant des centaines de milliers, voire des millions de personnes tuées au Congo. Parce qu'à chaque fois qu'une personne meurt en Israël ou en Palestine, cela fait la une, devient une controverse, un enjeu, alors que des millions de personnes sont mortes au Congo. Des millions vraiment, et nous n'y prêtons presque aucune attention. Mais cela ne reflète pas leur valeur intrinsèque, c'est juste qu'on leur a attribué une telle valeur. Ce n'est pas du McLuhan, mais la théorie de l'agenda setting dit que vous lisez les nouvelles comme si ce qui y figure était ce qui compte. C'est ça qui a servi d'autoroute à Trump vers la Maison-Blanche. Tout le monde criait contre lui, mais tout le monde le couvrait. Et dans l'esprit des gens, il était important, puisqu'on parlait de lui en permanence. Donc, si vous couvrez Israël, mais pas le Congo, c'est que celui-là est important et l'autre ne l'est pas. Et c'est pareil pour l'art, la philosophie.
Quand avez-vous vu pour la dernière fois des sujets qui n'existent pas dans l'actualité? Vous avez une petite rubrique culturelle parfois, mais d'immenses pans de l'expérience humaine ne sont tout simplement jamais abordés. Et pendant ce temps-là, la politique, elle, occupe une place absolument disproportionnée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais en parallèle, on a fini par croire que la chose la plus importante dans la société, c'était la politique. Quand je suis arrivé dans ce pays, il y a très longtemps, c'est la première chose qui m'a frappé. J'ai remarqué, ici, personne ne parle de politique. Je ne plaisante pas. À Cuba, les enfants en salle de classe parlaient politique tout le temps. C'était le seul sujet. Ici, non. Et la vérité, c'est que la politique a, en réalité, un effet limité sur nos vies, mais dans les médias, elle prend une ampleur démesurée. Historiquement, c'est peut-être parce qu'à l'origine, les journalistes étaient les relais des politiciens ou des élites, chargés de diffuser leurs idées. C'est pour ça que je dis, il n'a jamais été possible d'informer le monde. Il faut faire des choix, souvent radicaux, mutilants. Et au bout du compte, on ne représente pas la réalité, on représente quelque chose de très personnel ou de très institutionnel. Quelque chose qu'on vous a appris à considérer comme important ou que vous ressentez comme tel. Et c'est ça que vous transmettez. Le reste, tout le reste, disparaît. Vous n'êtes pas un postmoderniste. Vous croyez que la réalité objective existe, juste pour qu'on soit clair. Je crois absolument que la réalité objective existe, mais je pense aussi que la plupart des réalités que vous et moi croyons connaître sont médiatisées. C'est une réalité filtrée. Ce dont on parle ici, c'est d'une crise d'autorité. Bien sûr, la vérité devrait être liée à la réalité, c'est évident. Mais en pratique, la vérité, c'est ce que nous recevons de sources de confiance, à moins de pouvoir la vérifier nous-mêmes, ce qui aujourd'hui est devenu extrêmement rare. Tout passe donc par des sources de confiance, et quand cette confiance disparaît, quand l'autorité s'effondre, on entre dans l'ère du post-vérité, où n'importe qui peut dire n'importe quoi en prétendant que c'est vrai. Et on essaie de corriger cela aujourd'hui, car il y a tellement de choses qu'on nous présente comme vraies. Je vais vous dire ce qu'Andrei pense de tout ça, et c'est assez amusant parce que lui et moi, on a commencé tous les deux dans l'analyse et la propagande. Il dit que les fausses nouvelles sont les plus intéressantes à lire et que la partie la plus fascinante d'une fausse nouvelle, c'est le mensonge lui-même. Quelqu'un peut dire « le ciel est bleu, je l'ai vu, il était vraiment bleu ». Mais quelqu'un d'autre dit « le ciel est couleur puce ». Et là, vous vous dites « je ne sais même pas ce que ça veut dire, pourquoi il dit ça? Qui est cette personne ? Qui est derrière lui? À qui s'adresse ce message? À moi? À quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il essaye de provoquer en disant ça ?» Autrement dit, toute une série de questions intellectuelles se déclenchent à partir d'une fausse information, bien plus stimulante finalement que celle de quelqu'un qui vous dit honnêtement que le ciel est bleu. Et je pense qu'on devrait former les jeunes à raisonner de cette manière, pas en termes de vérité platonicienne. Comme nous vivons dans une société profondément médiatisée et que nous sommes des êtres de perspective, la vérité ne s'attend qu'en comparant les angles, pas en ligne droite. Il faut apprendre à se demander pourquoi cette information m'est-elle donnée, qui me la donne, pourquoi est-elle formulée ainsi, pourquoi quelqu'un ment-il sciemment et surtout, que pense-t-il que cela va produire? Se ment-il à lui-même? Essaye-t-il de vous imposer une vision du monde? Quand j'étais au gouvernement, on étudiait les vidéos djihadistes, les déclarations, les prêches. J'ai lu plus de Ben Laden que vous n'en voudriez jamais. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il était évident pour moi que ces gens croyaient sincèrement qu'en assassinant 3000 innocents, ils devenaient des héros. Et ça, c'est une révélation. Parce qu'à la CIA, on parlait d'eux comme des méchants, les méchants ont fait ceci, les méchants ont fait cela, comme si Ben Laden se réveillait chaque matin en se disant « Quelle mauvaise action pourrais-je commettre aujourd'hui ?» Mais lui se voyait en héros, et c'est une clé de compréhension essentielle. Que vous vous mentiez à vous-même ou que vous mentiez à l'autre personne, vous obtenez une compréhension bien plus riche de l'ensemble des informations en examinant ce qui est faux qu'en regardant ce qui est vrai. Vous n'apprenez peut-être pas autant en termes de vérité platonicienne, mais en ce qui concerne ce qui se passe réellement dans le monde, peut-être bien.
On pourrait avoir toute une discussion sur le rôle de l'idéologie dans la compréhension d'une personne, parce que d'une certaine manière, on part presque toujours du principe que les individus, les pays, les cultures avec lesquelles on interagit partagent nos présupposés. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Si on ne tient pas compte de ça, on s'expose à de graves erreurs de jugement, surtout en politique étrangère. Absolument. Si vous êtes au sommet de l'Empire State Building et que vous regardez l'horizon de Manhattan, ça ressemble à une cité céleste. Mais si vous êtes au pied du bâtiment, étouffé par les gaz d'échappement, avec un clochard allongé là, peut-être mourant ou en train de vomir, ça ressemble plutôt à l'enfer. Et pourtant, c'est la même ville, mais vue depuis deux perspectives radicalement différentes. La première chose à faire quand on reçoit une information, c'est de se demander d'où parle-t-on, quelle est la perspective. Est-ce que quelqu'un qui est en haut de l'Empire State Building ou quelqu'un d'en bas? Pour moi, la définition de l'analyse, c'est de s'efforcer de voir les choses depuis le plus grand nombre de perspectives possibles. Même si, soyons honnêtes, ce n'est jamais totalement faisable. Peut-être que Dieu le peut, mais pas moi. L'exercice consiste à se poser cette question. Quel est le point de vue de ceux qui sont totalement en désaccord avec moi? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les anime? Et là, on obtient une compréhension beaucoup plus riche d'un énoncé donné. Au lieu de se demander simplement s'il est platoniciennement vrai ou faux, ou de le rejeter d'un bloc parce que Trump l'a dit et Hitler l'a dit. Donc, c'est forcément faux. C'est la fameuse remarque d'Andrei, non? Oui, 2 plus 2. Andrei dit que dans l'environnement actuel, 2 plus 2 font 4 devient faux, si c'est Hitler qui l'a dit. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme vrai dépend de qui le dit et du groupe idéologique auquel on associe l'information. Ce que je rejette fondamentalement, je crois qu'on se rejoint sur ce point, chercher à comprendre d'où vient un point de vue, parce que cela vous rapproche d'une approximation de la réalité si on parvient à la capter. Vous essayez de comprendre ce qui se passe vraiment, et même si ce que vous recevez est profondément biaisé, presque faux, voire carrément de la propagande, utilisez-le. Posez-vous les bonnes questions. D'où ça vient ? Pourquoi mentent-ils? Pourquoi ce biais? Qu'est-ce qu'ils essayent d'obtenir? Est-ce que ça fonctionne? Qui est censé recevoir ce message? Moi? Quelqu'un d'autre? C'est un jeu sans fin, oui. On peut s'y perdre, mais c'est aussi très stimulant. Et au final, vous finissez par mieux comprendre comment circule l'information et comment interagissent les différents acteurs dans cet espace médiatique fragmenté. Pour conclure, que conseilleriez-vous à une personne ordinaire qui regarde cette émission? Quelle est la meilleure façon de rester sain d'esprit dans cet environnement? Très bonne question, et pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir moi-même trouvé la réponse. Mais je dis toujours une chose, lisez des livres. Tout le monde s'inquiète, les journaux disparaissent, comment les gens vont-ils s'informer? Lisez des livres. Lire des articles, c'est très bien, mais aujourd'hui, on est submergé. Des milliers de gens donnent leur avis, expliquent, interprètent, mentent parfois. Et si vous plongez trop profondément dans ce flux, vous risquez d'y perdre la tête. Faites ce que je disais tout à l'heure, cherchez la perspective de l'émetteur. Mais pour ça, il faut lire des livres, pas quelque chose de superficiel, mais des textes qui vont au fond des choses. Lisez les livres d'Andrei, rien que ça vous mènera déjà à mi-chemin. Et surtout, ne lisez pas seulement ceux avec lesquels vous êtes d'accord. Un bon livre vous donne assez de matière, assez de données, d'arguments pour que vous puissiez réagir. Vous demandez, suis-je trop biaisé dans un sens? Suis-je équilibré? Et même, est-ce que je peux apprendre quelque chose d'un auteur avec lequel je suis en désaccord? Lisez des livres, et dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je fais quand tout cela me pèse? Heureusement, je n'ai jamais connu de vraie dépression, ce n'est pas dans ma nature, mais quand quelque chose me mine, je vais vers la poésie. L'âme humaine est touchée par la poésie d'une manière que la prose n'atteindra jamais. Lisez le rubaiyat ou de la poésie espagnole. Moi, je lis de la poésie dans plusieurs langues.
même mieux que je ne les parle. Et c'est une vraie nourriture, parce que dans la poésie, il y a une subjectivité profondément humaine. Chaque poète vous emmène quelque part. Mais c'est toujours un lieu profondément humain. Voilà. Vous connaissez maintenant mon secret, et je crois que je ne l'avais encore jamais dit en public. Quel poème me recommanderiez-vous? Par exemple, la chanson d'amour de J. Alfred Prufrock de T.S. Eliot est l'un des plus grands poèmes qui soit. Très bien, j'ai mes devoirs. Oui, allons-y alors, toi et moi, quand la soirée s'étale sur le ciel comme un patient éthérisé sur une table. Je pourrais vous en citer des passages entiers. C'est un poète extraordinaire. Il en a écrit d'autres tout aussi puissants, comme Les hommes creux. Nous sommes les hommes creux, tête emplie de paille. J'aime aussi Manrique, un poète espagnol de la Renaissance. Il a cette vision longue, un peu détachée des choses. Quand je suis vraiment abattu, il me ramène à l'essentiel. Rien ne compte vraiment. Tout le monde est déjà mort et passé à autre chose. Alors pourquoi s'inquiéter? Toi et moi, avec un morceau de pain et une flasque de vin, allons juste nous poser quelque part. Et puis, il y a Shakespeare, bien sûr. Certains de ses monologues sont absolument extraordinaires. À mes yeux, si la langue anglaise n'avait produit que Shakespeare, elle serait quand même l'une des plus grandes langues littéraires du monde. Martin Gurry, ce fut un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. J'ai beaucoup apprécié ce moment. À refaire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Martin Gurry et moi. C'était American Thought Leaders.